C'est donc Elisabeth Borne qui devra mener à bien depuis Matignon ces nombreux chantiers du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Bonjour Marc Landré. Bonjour, Vous allez bien? ça va, ça va. Chef du service éco au Figaro. Alors, on va passer en revue tous ces dossiers chauds pour la Première ministre. Déjà, cette question évidemment du pouvoir d'achat qui était sujet central de cette campagne présidentielle, qui est un dossier qui est tout en haut de la pile. Pas mal de promesses qui sont à mettre en musique. Il y a la suppression de la redevance audiovisuelle qui devrait entrer en vigueur en septembre. Le chèque alimentation, j'ai appris d'ailleurs que c'était 60 € par mois. Voilà, il faudra vraiment qu'elle convainque sur ce paquet pouvoir d'achat. Pour qu'elle convainque, il va falloir surtout que c'est une utilité, parce que ça va coûter très très cher. On sait qu'il n'y a pas que la suppression de la redevance télé, il n'y a pas que le chèque alimentation, il y a aussi la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie, il y a la refonte du dispositif de ristourne de 18 centimes par litre d'essence à la pompe, dont on sait qu'il va être beaucoup plus anglais, beaucoup plus centré sur les gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les gens qui roulent beaucoup en voiture. Donc, il va falloir qu'elle convainque, il va falloir surtout qu'elle arrête de saupoudrer, ou du moins que toutes ces mesures qui visent à protéger le pouvoir d'achat des Français aient une véritable utilité et que les Français le ressentent, parce que ça va coûter très cher. On estime que, grosso modo, ça devrait coûter plus d'une quinzaine de milliards d'euros. Et qui devrait être donc annoncé dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificatif début juillet. Donc c'est un gros dossier, c'est lourd, c'est important et ça joue aussi en partie la crédibilité. Le gouvernement et la nouvelle première ministre jouent en partie la crédibilité sur l'efficacité de ce dispositif. Dans ce package, on rajoute aussi, Marc, la réindexation des retraites sur l'inflation. C'est 4% ou c'est pas encore acté? Oui, alors c'est pas là. En vérité, il y a un abus de langage. C'est pas la réindexation des retraites sur l'inflation, parce que les retraites sont indexées sur l'inflation. En vérité, c'est l'anticipation de la revalorisation automatique du fait de l'inflation au mois de juillet, et non pas au 1er janvier comme c'est prévu. Donc on sait que comme il va y avoir une forte inflation, automatiquement les retraites, les pensions de retraite de base, donc du régime général, vont être revalorisées. Elles le sont d'habitude en janvier, et là elles le seront pour les pensions du mois de juillet, c'est-à-dire payées en août a priori, et on estime grosso modo, le chiffre qui circule, c'est effectivement 4%. Mais tout va dépendre au moment du vote de ce que sera l'estimation de l'inflation en rythme annuel pour la fin de l'année, qui pour l'instant est plutôt au-delà de 5%. Sur ce package pouvoir d'achat, vous parlez d'un package au global autour d'une quinzaine de milliards d'euros. On serait en dessous des 25 mis sur la table depuis 6-9 mois par l'ancien gouvernement? On serait ces 15 milliards en plus de ce qui a déjà Bien été sûr, mis, des bien 25 sûr. qui ont déjà été mis. Ouais. Donc on n'est pas en dessous. En vérité, on en rajoute une petite louche et dont on ne sait absolument pas, et ça dépendra des arbitrages qui seront rendus tant par Matignon, le futur Bercy, que lors des discussions avec les parlementaires, une fois que la nouvelle majorité sera élue, ça dépendra des arbitrages qui seront finalisés. Et est-ce que la ristourne de 18%, quel sera son périmètre? Le chèque, effectivement, on entend parler de 60 €, mais quel va être son périmètre exact? Combien de 60 personnes vont € le par mois, toucher? par mois. Par mois. Mais combien de personnes vont le toucher? Est-ce que ça va être 2 millions, 6 millions, 10 millions? Tout va dépendre aussi du cursus, du curseur, où est-ce qu'il va être mis. Donc, le chiffre de 15 milliards, en vérité, c'est du doigt mouillé. C'est une estimation qui est faite en règle de 3 par rapport à ce qu'on estime que le gouvernement est susceptible de mettre sur la table pour protéger le pouvoir d'achat du fait de la forte inflation qui perdure. Le diable se nichera dans le détail, comme souvent. Marc, premier Exactement. dossier économique, donc on l'a vu, le pouvoir d'achat. Après, il y a la réforme des retraites. On sait que la Première ministre est habituée aux réformes difficiles. Là, pour le coup, elle va être servie. Les syndicats sont vent debout. On a eu Laurent Berger de la CFDT qui a dit sur France Inter il y a quelques jours qu'il était clairement opposé à tout report de l'âge légal et que voilà, la CFDT serait vent debout contre cette réforme. Gros Oui, morceau. Hein. CFDT comme tous les autres. Ils Oui, veulent sauf qu'en pas général, quand il faut un accord, il faut au moins qu'il y ait la CFDT dans la C'est boucle. mieux, c'est mieux. Ceci dit, même si Emmanuel Macron s'en passe par rapport à son prédécesseur, François Hollande. Donc du coup, ça c'est pas une surprise. Quelle que soit la situation économique, on savait très bien que les syndicats seraient vent debout contre un relèvement de l'âge de départ à la retraite à 64 ou 65 ans. Et je dirais limite, peu importe là aussi le curseur où il est mis. 64, 65, ça change pas grand-chose fondamentalement dans la philosophie des syndicats qui considèrent que le système de toute façon à moyen terme est équilibré du fait de la disparition des baby boomers et de leur mort, il faut dire les choses. Donc avec une baisse des dépenses lorsque les baby boomers mourront, ils estiment que
le système de retraite va automatiquement se rééquilibrer à moyen terme. Donc on peut tout à fait accepter qu'il y ait un léger déficit momentané du fait de l'arrivée de ces baby boomers à l'âge de la retraite. Mais ça ne résout pas le problème en vérité, puisqu'on sait que structurellement, tout dépend des conditions de croissance, des conditions de chômage, et que l'équilibre à moyen terme, il est très élastique, il est très sensible à l'évolution de la conjoncture. Et là, avec la dégradation qu'on est en train de vivre, eh ben forcément, les déficits tels qu'on les a anticipés à court terme vont s'envoler, puisque c'est une des caractéristiques du système de retraite, c'est qu'il est très volatile et surtout très indexé, très lié à l'évolution de la conjoncture. Donc le retournement de la conjoncture, pour le coup, n'aide pas ou rend encore plus nécessaire, à vous écouter, cette réforme des retraites? Je dirais à la limite, chacun va trouver midi à 14h et prendra l'argument qui lui va bien. Les pro-réformes vont dire la dégradation de la conjoncture rend encore plus nécessaire de relever l'âge de départ à la retraite, puisqu'on a des conditions économiques qui vont se dégrader et donc qui vont accentuer le déficit. Et les autres vont vous dire oui, mais la dégradation de l'économie fait que ça va être beaucoup plus difficile de maintenir à l'emploi des seniors ou de les recruter. Et donc, comme il va y avoir une dégradation du chômage, vous ne pouvez pas en même temps, comme dirait l'autre, et augmenter l'âge de départ à la retraite, et en même temps avoir une explosion du chômage, parce que les deux ne vont pas dans le même sens. Comment ne pas passer en force sur ce deuxième dossier des retraites? Franchement, j'en sais rien. De toute façon, la force, ça ne pourra être que par rapport à la rue, par rapport à une mobilisation populaire. Et on a bien vu par le passé, notamment lors de la réforme de 2019, la réforme systémique, qui n'est pas allée au bout, non pas parce qu'il y avait une opposition populaire, mais parce qu'il y a eu la crise du Covid qui l'a stoppé net à la fin de la première lecture à l'Assemblée nationale, qui a été par 49-3. Donc, en vérité, ça va être la force de la majorité à l'Assemblée nationale et de la qualité, de la vigueur de l'opposition qui fera que cette réforme ira au bout. Mais a priori, si Emmanuel Macron a une majorité, qu'elle soit large ou qu'elle soit plus restreinte, cette réforme passera. Il se fout de ce que pense la rue, il est convaincu de toute façon, et c'est aussi un signal qui a été envoyé aux électeurs de droite et à Bruxelles, qu'il fallait réformer les retraites et relever l'âge de départ. Donc je ne vois pas, sous prétexte que Philippe Martinez défile main dans la main ou bras dessous avec Laurent Berger contre la réforme des retraites, ce qui pourra arrêter le président de la République. Dernier dossier, Marc, elle devra incarner, la Première ministre, la planification, enfin incarner et plus que ça, impulser la planification écologique. Et puis comment la rendre concrète aussi auprès des Français, au-delà des mots. C'est un gros boulot. C'est un gros boulot. On a vu que la décarbonation de l'économie, ou du moins la transition écolo, elle a beaucoup été vue à travers la taxe carbone et à travers la capacité, soit, disait Christine Lagarde, de rouler à vélo, soit du gouvernement précédent d'acheter des voitures électriques. Sauf que malgré toutes les aides qui ont été mises en œuvre, le delta, il reste important et on n'a pas suffisamment pensé, en tout cas dans la majorité, à accompagner cette transition écologique pour la rendre moins douloureuse, moins pénible dans le quotidien des Français. Et on a vu hier, à travers l'étude qui a été rendue publique par le MEDEF et réalisée par Execode, que le coût de la décarbonation de l'économie va être très, très, très importante, se chiffrer à plusieurs dizaines de milliards d'euros, ne serait-ce que pour les entreprises. Et ça, il va bien falloir le financer d'une manière ou d'une autre. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Et la nouvelle Première ministre, Elisabeth Borne, a vraiment du pain sur la planche, parce qu'il va lui falloir non seulement protéger le pouvoir d'achat des Français, mais en même temps trouver les moyens financiers de décarboner l'économie, qui est quand même l'enjeu majeur principal, et je dirais le seul existentiel des années à venir. Tout ça sur fond de ralentissement économique. Et tout ça sur fond de ralentissement économique, dont on sait que, grosso modo, il n'est pas fait pour s'arrêter très vite, compte tenu de la conjoncture économique et compte tenu de l'inflation et de la guerre en Ukraine qui perdure. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Landré, responsable du service éco au Figaro. Merci Marc. Merci, à bientôt.